Merci à tous de votre invitation. C'est évidemment toujours un plaisir, en plus face à une assemblée très impressionnante, nombreuse. Un grand plaisir d'avoir un dialogue interdisciplinaire, puisque c'est de ça dont il s'agit, à propos d'un objet qui est de toute façon éminemment multifactoriel, multifacette, et qui, je crois, autorise précisément une entrée pluridisciplinaire. Cet objet et beaucoup d'autres, puisqu'il se trouve que je travaille en général sur les croyances collectives et qu'il me paraît aussi que c'est un objet qui a beaucoup de facettes, suffisamment de facettes pour autoriser des approches pluridisciplinaires. Mais la pluridisciplinarité, il se trouve que je la pratique dans mon laboratoire, qui est le LEAD, qui est un laboratoire interdisciplinaire du CNRS. Et je travaille, y compris, on a publié d'ailleurs notre premier article dans la Revue européenne de sciences sociales il y a quelques temps, avec des physiciens. Donc imaginez que la question de la pluridisciplinarité, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et finalement, j'ai quand même beaucoup moins d'efforts à faire pour discuter avec mes collègues et amis qui relèvent de la psychologie, de la psychanalyse ou de la psychiatrie que, imaginez, de discuter avec des gens de sciences dures comme des physiciens. Mais tout de même, puisqu'on m'a invité à réfléchir pendant quelques minutes sur cette question, j'ai essayé de dresser, disons, les linéaments de ce qui permet ou empêche, ou disons qui constitue des obstacles à ce dialogue interdisciplinaire. Et le premier, il est évident, c'est dans la méthode d'approche de ces phénomènes, puisque, et je vais parler avec beaucoup de prudence, parce que je ne vais certainement pas m'exprimer au nom de la sociologie en général. D'abord, je n'oserais pas le faire en général, mais en particulier, il y a mon collègue Olivier et ami Olivier Galland qui est à côté de moi, donc je ne m'autoriserai pas à parler au nom de la sociologie. Et parce qu'en plus, mon approche sociologique est un peu spécifique. Vous savez, il y a des sensibilités à l'intérieur de la sociologie. Donc je vais parler de cette approche-là, et dont je dirais qu'elle est weberienne, du nom d'un sociologue connu qui s'appelle Max Weber, et que vous n'êtes pas obligé de connaître, puisque ce n'est pas votre discipline, mais peut-être vous avez entendu parler quand même. Et donc Max Weber, comme vous le savez peut-être, nous enjoignait à pratiquer une méthode compréhensive. Alors qu'est-ce que ça veut dire une méthode compréhensive? C'est-à-dire grosso modo se donner méthodologiquement les moyens de reconstruire l'univers mental, et en particulier les raisons, qui sont considérées ici comme des causes, qui conduisent des individus à faire tel ou tel choix, à prendre telle ou telle option, à produire telle ou telle action, éventuellement à croire ceci ou cela. Évidemment, pour faire écho à une déclaration d'un de nos anciens premiers ministres, comprendre dans ce cas de figure, ce n'est pas du tout excuser. En d'autres termes, il y a une opération intellectuelle différente dans le fait de reconstruire les raisons qui conduisent un individu à croire ce qu'il croit et lui donner raison. Ce n'est pas la même chose, évidemment. Alors le problème, c'est que j'ai prononcé un terme. J'ai prononcé le terme de raison, qui implique une forme de rationalité subjective dans l'esprit de Weber, une rationalité qui ne ressemble pas du tout à celle de l'homo economicus, à celle qu'on trouve dans l'économie, par exemple, mais qui veut dire que tout de même, globalement, les individus, dans cette sensibilité-là, les individus, en général, adhèrent à des idées qui renvoient à un système de représentation relativement cohérent, qui fait sens et qui est praxéologique, c'est-à-dire qui incite à l'action éventuelle, surtout si vous avez un rapport inconditionnel avec les axiomes qui fondent ce système de représentation. Et là, évidemment, il se pourrait qu'il y ait déjà une différence d'approche, puisque je suppose que lorsque l'on est, en particulier psychiatre, peut-être moins pour les psychologues et les psychanalystes, mais notre sensibilité, disons, disciplinaire nous incite à voir des croyances qui se manifestent dans l'espace social comme particulièrement spectaculaires, éventuellement violentes, de les rabattre un peu intuitivement sous l'expression d'une forme d'irrationalité plutôt que de rationalité. Et précisément, j'essaye moi de remonter en quelque sorte l'autre face de cette pente. C'est-à-dire que je produis beaucoup d'efforts pour essayer de montrer qu'en général, ce qui nous apparaît comme des formes irrationnelles d'expression ont souvent des formes de rationalité invisibles. Et ce qui m'intéresse, c'est les raisons pour lesquelles ces formes de rationalité nous échappent intuitivement. C'est une question très profonde, parce que comme vous le savez mieux que moi, le cerveau humain est câblé de façon évolutionniste pour comprendre les autres. Une des choses qui apparaît assez rapidement dans les 24 premiers
dans les 24 premiers mois de la constitution d'un cerveau, c'est une théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à attribuer à d'autres des formes d'intentionnalité. Le défaut de cette capacité, et là, vous entraîne, pour le coup, dans des formes de pathologie assez graves. Donc nous sommes tous dotés d'une capacité d'attribuer des théories de l'esprit à autrui, des intentionnalités. Nous le sommes intuitivement, sans cesse, nous le pratiquons je sais pas, des milliers de fois par jour, des centaines de milliers de fois par jour. Mais dans certains cas, ces intuitions, ces capacités donc à attribuer des intentionnalités à autrui, elles dérapent, elles sont empêchées. Peut-être de façon objectivement vraie parfois, mais pas toujours. Et ce qui va m'intéresser, moi, sur ces questions-là, c'est l'impression intuitive que nous avons quand nous sommes face à des croyances que nous ne partageons pas et dont les conclusions produisent des actes odieux d'un point de vue moral pour nous. Eh bien, l'intuition que nous avons que ces actes ne peuvent être produits que par une forme d'irrationalité. Ce qui peut être le cas dans certains cas, mais ce qui, dans d'autres cas, à mon avis, est une erreur de jugement. Alors, donc déjà, cet objet nous offre en miroir de comprendre les limites qui pèsent sur notre propre rationalité d'analyse, ce qui est déjà intéressant. Par exemple, la plupart du temps, lorsque nous sommes confrontés à des adhésions inconditionnelles à des énoncés radicaux, ce qui constitue une définition possible, enfin en tout cas que j'ai proposé dans un livre qui s'appelle La pensée extrême, de justement l'extrémisme, l'adhésion radicale à des idées radicales, c'est-à-dire qui implique à la fois une validation volontaire d'un énoncé, un énoncé qui lui-même peut être considéré comme faiblement, disons, transsubjectif ou sociopathique dans ses conséquences. Bon, eh bien, généralement, quand nous sommes confrontés à des situations de ce genre, nous sommes confrontés à la fin d'un processus de constitution. Et nous ne voyons pas les termes de ce processus de constitution. La mécanique incrémentielle qui a conduit les individus à adhérer à la fin à un énoncé qui nous paraît objectivement déraisonnable nous fait facilement croire au caractère déraisonnable du processus qui a conduit l'individu à adhérer à cette thèse. Et cette idée toute simple, elle m'est venue en observant un autre processus de radicalisation, mais qui en est un aussi, qui est le processus à l'œuvre dans ce qu'on appelle les groupes sectaires, par exemple. J'ai eu l'occasion d'observer une secte de l'intérieur pendant un an, qui n'était pas du tout une secte djihadiste, c'était plutôt une secte bouddhiste en l'occurrence, mais on s'en moque. Et les gens, dans cette secte, croyaient que le gourou était capable de faire léviter des éléphants, ce qui est une croyance exotique assez spectaculaire. En d'autres termes, le rire qu'elle provoque, le sourire qu'elle provoque est un indice assez bon du fait que nous inférons intuitivement sur l'irrationalité de la dite proposition. D'accord ? Sauf que ces gens, je les ai vus pendant un an. On a pratiqué, ils couraient parce que le temple est le corps de l'esprit, etc. Donc j'ai dû mouiller la chemise à proprement parler pour cette recherche. Et donc ce que j'ai constaté, c'est que ces individus, en tout cas dans les échanges que je pouvais avoir, les entretiens bien sûr que j'ai menés avec eux, semblaient parfaitement raisonnables. Excusez-moi de parler en ces termes, je sais que c'est pas du tout, pour le coup, une approche scientifique, mais pour le sociologue que je suis, qui est incompétent pour juger de l'équilibre psychique de quelqu'un, ces gens me paraissaient raisonnables, autant que moi en tout cas. Ouais, avec le hiatus que j'ai évoqué tout à l'heure en introduction, ces gens me paraissaient relativement raisonnables. Je me reconnaissais dans leur discours, et pourtant ils croyaient à des choses folles, dans lesquelles je ne pouvais absolument pas me reconnaître, et donc je devais parfois me retenir moi aussi de sourire à l'énoncer. Et ce que j'ai découvert simplement, c'est qu'ils ont franchi, à travers ce qu'ils appelaient une initiation, un certain nombre d'étapes dont chaque marche était raisonnable. Mais l'ensemble faisait, si vous voulez, un gâteau relativement indigeste. En fait, la radicalisation, dans ce cas de figure-là, c'est un escalier dont les marches sont si petites que vous ne vous voyez pas que vous êtes en train de vous éloigner du sens commun. Ce qui fait que le terme du processus de constitution, lorsqu'il est observé de façon naïve, stimule immédiatement une interprétation irrationaliste du phénomène, qui, je pense, pour la raison que je viens d'expliquer, est un phénomène fautif. D'autant que ce phénomène produit à son terme peut constituer, c'est notamment le cas d'ailleurs dans on va dire la radicalisation djihadiste, peut provoquer des phénomènes qui ressemblent sans doute à s'y méprendre à des phénomènes qui relèveraient de la psychiatrie, comme par exemple la dérégulation de la perception du hasard.
Diantre. Donc la dérégulation de la perception du hasard, ben, c'est un phénomène qu'on observe, par exemple, dans les entretiens, que vous avez peut-être observé vous-même sur le terrain, c'est qu'à un moment donné, à la pointe du phénomène de la radicalisation, il peut y avoir une bascule qui s'opère, où l'individu a l'impression que l'univers entier lui parle. Tout fait sens. Donc il y a un problème de perception de la régulation, et cette expression-là, psychiquement, je suppose, peut parfaitement ressembler à quelque chose qui relève du pathologique. Mais je ne suis pas sûr que dans la définition orthodoxe du phénomène psychiatrique, ça relève véritablement de la pathologie. À l'inverse, il y a des phénomènes qui sont probablement authentiquement en partie comment dirais-je, pathologiques. Je pense à, par exemple, Mohamed Laouedj Boulel, hein, l'auteur de l'attentat de Nice, qui manifestement avait, disons, des formes de déséquilibre qui peuvent être apparentées à de la pathologie. Et pourtant, il a produit des actions de façon, je dirais, préméditée, qui nécessitaient une forme de rationalité procédurale, mais qui se moulaient dans une narration de type, là, par exemple, djihadiste. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement avoir les deux mêmes phénomènes. Et c'est, je crois, pourquoi, vous voyez, je termine un peu sur une note positive, je vais essayer d'éviter tous les risques, mais je pense qu'il peut y avoir une collaboration tout à fait fertile, même avec des approches différentes entre la sociologie, par exemple, et des types d'approches psy. On va mettre ça entre guillemets, hein, n'est-ce pas? Parce que je crois qu'un certain nombre d'individus relevant authentiquement, pour le coup, soit de la psychiatrie, soit de la psychopathologie en général, peut parfaitement se mouler dans des scénarios existants, un peu à la façon de copycat, ce qu'on appellerait finalement une forme de terrorisme mimétique ou de terrorisme opportuniste. Hein. Il y a toute une série de symptômes qui sont opportunistes, c'est-à-dire qui vont s'incarner dans des narrations sociales. Et du coup, on ne peut pas exonérer ces idéologies dont on parle de leur responsabilité causale. On est bien face à des cas d'hybridation. Et on en trouve de multiples exemples de ces symptômes opportunistes qui n'ont rien à voir avec la radicalisation, mais par exemple des individus qui vont avoir, alors j'espère ne pas me faire d'ennemis supplémentaires, et des individus qui vont avoir des symptômes de type hypersensibilité au champ électromagnétique. D'accord ? Hypersensibilité au CEM, vous avez des symptômes qui ressemblent en fait à beaucoup d'autres symptômes. C'est toujours un peu les mêmes symptômes, problèmes dermatologiques, insomnie, dépression, etc., toute une série de choses. Et dans certains cas au moins, il est évident que ces symptômes s'incarnent dans une narration sociale qui va être nomade, qui va changer en fonction des époques. Là, en ce moment, c'est ça. Le meilleur exemple, et je terminerai vraiment là-dessus, c'est ce qui s'est passé, peut-être vous le savez, dans la ville de Saint-Cloud. Dans la ville de Saint-Cloud, on a monté 3 antennes relais. Hein, et les gens ont commencé à développer des symptômes, insomnie, etc. Ils avaient une odeur de métal dans la bouche, disait-il. Et puis c'était d'autant plus amplifié qu'il y avait une maternelle en plus dans la triangulation. Donc la presse s'en est occupée, France 5, je crois que c'était Paul Amar, pour être très précis, a fait un reportage, jusqu'au jour où finalement ça a été très vite, puis ils se sont mis à appeler finalement l'opérateur. Et l'opérateur, et je terminerai là-dessus, a simplement fait savoir que les antennes relais n'étaient pas encore branchées.